bonsoir à toutes et tous. Et effectivement, j'étais annoncé en conclusion et j'ai le plaisir d'introduire vos travaux. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais je devrais vous quitter au bout d'un moment et je n'ai pas la possibilité en cette journée si particulière de pouvoir assister à l'ensemble de vos travaux. Mais je voulais d'abord remercier les organisateurs d'Aix-Pompières et des autres clubs immobiliers pour ces conférences et ce cycle d'événements que vous inaugurez aujourd'hui. Je pense que c'est extrêmement important et en tant que ministre du Logement et de la Ville, je voulais pouvoir venir partager avec vous un certain nombre de convictions ce soir. La première de ces convictions, c'est que le logement est évidemment une question qui parle à chacun. Le logement, c'est là où vous passez le plus de temps dans votre vie. Contrairement à certaines idées reçues, c'est à la fois un lieu d'intimité, un lieu de développement, parfois un marqueur social, mais c'est aussi pour beaucoup trop de nos concitoyens un endroit qui malheureusement est synonyme de lieu d'inconfort, parfois de vie empêchée, parfois de vie assignée à résidence, parfois de travail non pourvu, faute de possibilité de changer de logement et de se rapprocher du lieu où pourtant ils avaient la possibilité de travailler. Et je crois que c'est d'ailleurs avec cette question sociale que vous prenez en compte le début de ces conférences. J'en veux pour preuve le thème même de la conférence, comment désamorcer la bombe sociale lorsqu'il s'agit d'associer le mot logement et le mot métropole. Quel est le tableau qu'on observe ? D'abord un tableau empirique. Il s'est passé ces derniers mois un événement majeur dans le mouvement des Gilets jaunes qui était le grand débat national. Et c'est extrêmement intéressant d'étudier les résultats de ce grand débat national. Et on s'aperçoit que dans ces résultats, en fait, le mot logement intervient très peu, de manière très étonnante. Que ce soit dans les contributions faites directement sur Internet, que ce soit dans les cahiers de doléances laissés en mairie, ou que ce soit dans les grandes réunions que certains, peut-être ici présents, ont pu mener ou auxquelles ils ont pu participer. Le mot logement revient très très peu. Et pour autant, dans énormément des difficultés exprimées lors de ce grand débat national, dans énormément des revendications mises en avant à l'issue de ce débat national, il y a des thèmes qui ne mentionnent pas le mot logement, mais qui transpirent le mot logement à tout égard. On ne vous dit pas mon logement est trop cher, mais on vous dit j'ai un énorme problème de pouvoir d'achat à la fin du mois. Or le logement peut représenter pour certains 40, 50, 60% des dépenses mensuelles. On ne vous dit pas mon logement est de mauvaise qualité, mais on vous dit que le cadre dans lequel vous élevez vos enfants n'est pas le cadre que vous souhaitez. Parce qu'un Français sur 6, au moment où je vous parle, a froid chez lui l'hiver. Parce que vous avez une surpopulation dans beaucoup de logements. Parce que parfois, et j'y reviendrai, vous avez ce fléau de logements indignes et ces escrocs que sont les marchands de sommeil qui continuent à sévir dans notre pays, parfois en augmentation, malheureusement, et qui nécessitent de mener des combats très forts à leur rencontre. Et donc, si le logement est évidemment une partie du problème, moi j'ai la conviction profonde qu'il sera à ce titre une partie de la solution. Et que, à cet effet, on a tous, acteurs du logement, quelle que soit notre position, une part de responsabilité très forte pour justement faire en sorte que le logement, que ce soit en métropole ou d'ailleurs dans d'autres endroits du territoire, ne soit pas un facteur de bombe sociale au XXIe siècle, comme évoque le titre même de votre conférence. Et ce qui est sûr, c'est que les métropoles, à cet égard, ont forcément continué à faire croître et à renforcer la polarisation au plan national. Une polarisation en termes de zones d'activité, parfois même une polarisation en termes de zones de pauvreté, même s'il faut avoir vraiment raison garder sur ce point, parce que contrairement à ce qui est dit, aujourd'hui dans les métropoles, vous avez de très grandes poches de pauvreté. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez une polarisation de plus en plus nette entre d'un côté des métropoles qui ne cessent d'accueillir de plus en plus de cadres, et puis des poches de pauvreté qui ne cessent d'être circonscrites à certaines parties du territoire où la paupérisation continue d'année après année. Et je crois que ce phénomène de métropolisation, on doit pouvoir l'analyser à cette aune-là si on veut, y apporter des réponses très concrètes. Ce qui est sûr aussi, c'est que les ménages, et je parle de ménages en nombre, sont de plus en plus nombreux dans les métropoles
même si dans certains endroits, vous avez des déficits de démographie. Paris est une ville qui perd des habitants. Pourtant, le nombre de ménages à l'échelle de la métropole francilienne ne cesse de croître pour plusieurs raisons, des croissances démographiques, également des modifications de la composition du foyer familial, un nombre plus accru de divorces. La solution consistant à interdire les divorces pour régler la crise du logement me paraît à tout point assez compliqué à mettre en œuvre. Et ce nombre de ménages n'a fait que faire croître la pression sur la politique du logement dans ces métropoles. Et puis dans ces métropoles, vous êtes aussi confrontés à d'autres difficultés qui ont des conséquences extrêmement négatives. Évidemment, le prix du logement, avec des multiples par rapport aux autres parties du territoire qui ne cessent là aussi de se multiplier. Avec un phénomène qu'on aperçoit, et je suis sûr que Marianne Laurent y reviendra, de plus en plus fortement, qui est une faiblesse de plus en plus marquée de la rotation dans les parcs, que ce soit le parc privé, mais surtout le parc social, qui pose un certain nombre de difficultés, s'agissant notamment des politiques sociales d'accès au logement, et qui, j'y reviendrai, m'a conduit à prendre des décisions à cet effet pour améliorer la rotation dans les différents parcs. On a également des distances qui s'allongent de plus en plus entre votre lieu de résidence et votre lieu d'emploi, des phénomènes d'exclusion qui vont croissant, avec parfois des politiques de l'État qui sont schizophréniques en la matière. Quand vous prenez un certain nombre de territoires, on a année après année ajouté de la pauvreté à la pauvreté, et dès qu'une personne bénéficiant d'un ascenseur social dans ces territoires partait de ce territoire, eh bien, collégialement, on y remettait quelqu'un dans une situation de pauvreté ou de détresse, et donc renforçant ainsi le volet d'exclusion d'un certain nombre de territoires par rapport au reste de la métropole. Et une fois qu'on a fait ce constat, qui, je suis sûr, est un constat partagé par beaucoup, mais dont on doit mesurer l'importance, la question fondamentale, c'est comment faire en sorte pour que ça ne devienne pas une bombe sociale, et comment faire en sorte pour trouver des solutions opérantes vis-à-vis de cela. Moi, j'ai une conviction, c'est qu'il faut d'abord partir des spécificités territoriales. Beaucoup d'experts et de chercheurs ont sorti récemment des études que je trouve incroyablement éclairantes en ce point, parce que on doit partir des spécificités territoriales. C'est très différent de gérer une métropole par rapport à une autre. C'est très différent de gérer un territoire continu à une métropole par rapport à d'autres territoires. C'est complètement faux de dire qu'on aurait dans notre espace géographique d'un côté les métropoles, puis le périurbain, puis la ruralité. Ça ne veut rien dire. Nous avons des ruralités avec des réalités très différentes les unes des autres. Et il nous faut apporter des réponses territoriales. Ce qui est un sacré défi quand vous faites une politique du logement. Un défi que moi je me suis fixé au premier jour, mais un seul exemple, et vous connaissez ça par cœur, quand vous prenez des dispositifs fiscaux. Aujourd'hui, les dispositifs fiscaux, ils répondent à des zonages. Donc la France serait découpée en 6. Certains d'entre vous habitent dans des zones A bis, d'autres dans des zones B1, B2 et C. Et si vous êtes dans une zone B2, que vous habitiez dans le Grand Est ou en Charente-Maritime, vous avez le droit aux mêmes aides. Alors même que l'approche territoriale, si elle était plus fine, vous montrerait que vous devriez avoir une spécificité très différente d'un territoire à l'autre. Et donc ça, il nous faut continuer très fortement à territorialiser nos politiques du logement pour y apporter des réponses adéquates. Et pour moi, la nature des réponses qu'il nous faut apporter, elle tient en 2 mots. C'est la production de logements abordables. Et tout est important dans ce que je dis, production de logements abordables, et la rénovation du bâti, puisque on estime qu'en 2050, 70% des bâtiments seront des bâtiments déjà construits aujourd'hui. Et donc ça veut dire qu'on ne doit pas aucunement lâcher tous les efforts qu'on entreprend maintenant depuis 2 ans sur la rénovation du bâti ou la lutte contre un certain nombre de difficultés sur des logements existants. Et donc moi, la politique que j'ai annoncée il y a 2 ans, elle repose sur ces 2 jambes. D'un côté de la production de logements abordables et de l'autre côté de la rénovation. Une fois qu'on a dit ça, si vous prenez la production de logements abordables, la question fondamentale dans cette production de logements abordables, c'est qu'il faut effectivement la localiser en fonction des réalités territoriales. Et la spécificité française est très grande, y compris au niveau européen. Je ne sais pas si vous avez lu la dernière étude de Terra Nova
je suis désolé parce que je crois qu'ils ne sont pas invités aujourd'hui, donc je fais de la pub pour des chercheurs non invités par rapport aux travaux des chercheurs invités, mais vous m'en excuserez. Mais Terra Nova a fait une publication incroyablement intéressante qui s'appelle « Habiter dans 20 ans » et qui met en avant la spécificité française d'un point de vue démographique, qui met en avant notamment que seule l'Irlande et la France, en Europe, n'est plus sujet à des mouvements de masse d'une partie du territoire vers un autre. Dit autrement, modulo certains territoires dans la diagonale du vide, aujourd'hui vous avez une croissance démographique dans l'ensemble de notre territoire. C'est une richesse incroyable pour notre pays, pour les acteurs du logement que vous êtes, et ça nécessite là aussi d'avoir des réponses très différentes d'un territoire à un autre, voire très différentes d'un pays comme la France par rapport au reste des pays européens, parce que c'est une singularité qu'il nous faut prendre en compte. Et de la même manière, aujourd'hui, on continue à produire un peu plus de 400 000 logements par an. Ça fait partie des années hautes, même si à mes yeux, notamment dans les zones tendues, ça n'est évidemment pas encore suffisant et il faut accroître l'effort. Mais c'est sans commune mesure, par exemple, si vous comparez avec un pays comme la Grande-Bretagne, modulo le différentiel de population, mais qui n'est pas si éloigné, qui produit chaque année en moyenne depuis 10 ans 120 000 logements par an. La réalité est celle-là, au moment où on parle de notre pays. Et en tout point, moi, ça me conforte sur le fait que cette territorialisation doit nous dire là où on doit produire du logement et du logement abordable. Pour faire ça, ça nécessite de remettre un certain nombre de choses bien alignées. Je pense par exemple à des mesures fiscales qu'on a modifiées pour favoriser la cession de terrain dans les zones les plus denses. Vous savez, avant, le dispositif fiscal vous incitait à garder vos terrains pendant plus de 20 ans. Et plus vous gardiez votre terrain longtemps, moins vous payiez de plus-value d'impôts sur les plus-values que vous réalisiez. Et la conséquence de ça a été qu'on figeait l'octroi et la cession de terrain dans des zones tendues, alors même qu'on avait besoin d'y construire. C'est également des réformes qu'on a portées sur les contentieux de l'urbanisme, des sujets ô combien importants. Si je mentionne des termes barbares comme la cristallisation des moyens, je suis sûr que beaucoup d'entre vous voient de quoi je parle, et ça faisait longtemps qu'on nous attendait, gouvernements successifs, sur ce sujet. Je pense également à la prolongation, à une visibilité qu'il nous faut donner sur les dispositifs fiscaux. La première mesure que j'ai prise en arrivant, c'était de pouvoir donner cette visibilité sur 4 années sur la grande majorité des dispositifs fiscaux, parce que le monde du logement pâtit de ces aléas sur l'ensemble des dispositifs. Je pense également à des incitations, à une politique volontariste. Moi, c'est ce que je fais, par exemple, vis-à-vis des établissements publics d'aménagement ou des établissements publics fonciers dont j'ai la charge en tant que ministre du Logement. Et puis, je pense aussi à une réforme d'ampleur qu'on a entrepris avec certains d'entre vous, qui est de mettre plus d'innovation dans le secteur du logement pour produire du logement abordable. C'est une histoire que certains d'entre vous m'ont déjà entendu raconter, mais il y a un phénomène absolument épatant quand vous êtes ministre du Logement, c'est qu'au début, on vient vous voir en vous disant « ce qu'il faut faire, c'est simplifier les normes ». Ce à quoi moi j'ai répondu, c'est très très bien, mais j'ai l'impression que depuis que j'ai une conscience politique, on dit à un ministre du Logement de simplifier des normes. Et que parfois, il y a des très très bons ministres et des très très bons rapports et des très très grands experts qui ont travaillé sur cette question. Je pense au dernier rapport Mandon-Poitrinal sur la simplification des normes. Ce qui est aberrant, c'est qu'il reste des normes à simplifier. Et parfois, des normes qui sont assez hallucinantes, comme celle qui m'a beaucoup marqué, qui est l'obligation de mettre une cheminée sur un pavillon au chauffage électrique au cas où un jour vous pensiez passer au chauffage à bois. Pourtant, c'est une norme qui est aujourd'hui, on vient de l'arrêter, mais qui était existante. Mais surtout, là où je veux en venir, c'est que la grande difficulté du secteur du logement, en France, mais comme partout à l'international d'ailleurs, c'est qu'on était toujours dans l'économie de rattrapage et que nous, gouvernement, administration, pouvoir public, on n'a pas suffisamment accompagné le passage d'une économie de rattrapage à une économie d'innovation. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, regardez le pourcentage de PIB du secteur du logement investi dans la recherche et l'innovation. Il reste très faible par rapport à d'autres secteurs de l'économie, quand vous prenez ce ratio pour le logement ou le bâtiment. Très faible. Mais aussi parce que vous étiez tout simplement empêché pour le faire. Quand on prend un code de la construction qui dit, ce code, on fixe des objectifs, mais on va aussi vous dire les moyens pour atteindre ces objectifs. Ben, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que vous êtes dans une impossibilité de mettre en place des solutions innovantes, alors même que vous pourriez trouver d'autres chemins pour atteindre les objectifs d'insonorité, de qualité, de structure, etc., etc.
Et ça, on l'a changé à partir de courant de l'année 2020. On aura fini la réécriture totale du Code de la construction avec les professionnels, avec le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. Mais songez que sur la partie législative, c'est quand même 25% du Code qu'on arrache. Une page sur 4 du Code de la construction dans sa partie législative qu'on arrache. Et ce n'est pas parce qu'on a diminué la typo. Vraiment, c'est parce qu'on a arraché une page sur 4. C'est des milliers d'heures de travail fait collégialement, mais je crois que le moment où on va arriver à sortir un code de la construction en disant ce code de la construction, c'est des objectifs qu'on fixe et pas des moyens, des chemins qu'on impose, c'est pour moi une énorme source d'innovation qu'on va injecter dans le secteur pour que les professionnels que vous êtes puissent définir. Et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec beaucoup d'entre vous et je salue l'esprit d'innovation et des projets qui sont en train d'être mis en œuvre pour produire du logement demain abordable. Et attention à un point, c'est que dans tout ça, au-delà du discours que je vous tiens, moi je sens bien les écueils qui naturellement pourraient nous empêcher de faire cela. Je vous donne juste un exemple. Dans toutes ces concertations avec les professionnels nous ont dit « c'est super, il faut faire ça », mais ce serait bien quand même que la loi dise, à titre d'exemple, voilà les chemins. À titre d'exemple, voilà les chemins. Pourquoi ? Parce que c'est aussi un certain confort qu'on a tous. Confort vis-à-vis de la profession, confort vis-à-vis des assureurs. De se dire, c'est bien si, en fait, on a suivi le chemin qu'un autre a donné parce que notre responsabilité pourrait ne pas être mise en cause si jamais tatati tatata. Mais c'est un travers dans lequel on pourrait tomber, quand bien même moi j'aurais poussé très fortement l'innovation. Tout comme les normes imposées par la loi ou l'administration, que je rénove complètement. Il y a un deuxième sujet de normes qui est de plus en plus prégnant dans notre pays. Ce sont les normes volontaires, de manière très forte, imposées par le secteur lui-même, dans la relation avec, par exemple, les assureurs là aussi. Mais ce sujet des normes volontaires est pour moi un vrai sujet qu'il va nous falloir aussi traiter si on ne veut pas que tous les efforts qu'on porte pour passer de cette économie de rattrapage à l'économie d'innovation ne soient anéantis par d'autres comportements, si je puis dire, qui seraient mis en place. Enfin, dernier point pour le logement abordable, c'est évidemment la relation avec le logement social. Et je voudrais vraiment saluer la présence de certains acteurs du logement social. On a beaucoup travaillé pendant 2 ans, on a eu parfois des moments difficiles. On est convenu de beaucoup de réformes de fonds financières, mais aussi structurelles sur le monde du logement social. Et on a signé en avril dernier un accord très important avec l'ensemble des familles des bailleurs sociaux qui prévoit l'agrément de 110 000 logements par an et une augmentation de 25% de la rénovation des logements sociaux. À mes yeux, c'était essentiel parce que c'est ça qui permettra de continuer dans cette lancée de la production du logement social. Et puis le logement abordable, vous l'aurez compris, moi ma grande détermination là-dessus, avec une volonté d'accroître la construction en fonction des territoires, notamment dans les zones tendues. Mais il ne faut pas oublier aussi une particularité qui est le logement qu'on offre à ceux qui sont dans la plus grande précarité. Je pense évidemment à l'hébergement d'urgence. Moi, j'en ai la responsabilité. Songez que ce soir, par exemple, c'est 145 000 personnes que l'État loge avec les collectivités, avec les associations. 145 000, c'est l'équivalent d'une ville comme Le Mans. Et pour autant, la situation est toujours aussi difficile. Vous avez des femmes et des enfants qui continuent à dormir dans la rue. Et face à ça, il faut continuer l'effort sur l'hébergement d'urgence et puis il faut mettre en œuvre une politique haute qui s'appelle la politique du logement d'abord, que certains d'entre vous ont entendu parler. La politique du logement d'abord, c'est juste une conviction, c'est de se dire si quelqu'un veut sortir durablement de la précarité, il ne faut pas simplement qu'il ait un abri, il faut qu'il ait un logement, une adresse qui puisse se réinsérer ce faisant. L'année dernière, on a sorti 70 000 personnes de la rue ou d'habitat très précaire par cette politique du logement d'abord. Je ne m'en satisfais aucunement parce que ça montre à quel point la tension, la difficulté, la précarité d'un certain nombre de nos concitoyens est forte et donc nécessite d'avoir cet accompagnement extrêmement important. Et je salue notamment plusieurs acteurs qui témoigneront tout à l'heure. Je pense à Coalia Habitat avec sa présidente Emmanuelle Cos. Je pense à Nexity Non-Profit, cher Jean-Philippe Ruggieri. Je pense à tout ce que font les bailleurs sociaux ou leurs financeurs, chère Marianne Laurent et d'autres dans la salle. Deuxième grande conviction que je veux partager avec vous, c'est que je pense qu'il faut être innovant. Innovant, je l'ai dit, avec cet exemple du code de la construction. Je pense qu'on doit être encore plus innovant dans certaines
non pas angle mort, mais sujet sur lequel on peut avancer encore plus fortement. C'est notamment la question du logement intermédiaire. Logement intermédiaire, on a fait des choses. On a des fonds qui se sont structurés, FLI 1, FLI 2. On a des modifications réglementaires qu'on a portées. Moi, je pense qu'on peut aller encore plus loin sur cette question du logement intermédiaire. C'est la question du foncier, ô combien importante. Le foncier, aujourd'hui, plein de personnes ont plein d'idées sur comment juguler la pression du foncier et la part que le foncier représente dans une opération d'aménagement, parfois 40%. Bon, au moment où je vous parle, après des mois et des mois de travaux avec beaucoup d'entre vous, la solution que je trouve la plus pérenne et la meilleure, ce sont les OFS, les organismes fonciers solidaires. Aujourd'hui, on en a plus d'une douzaine qui sont en cours d'agrément, on en a une grosse vingtaine qui sont en plus en projet. Moi, je trouve que c'est la solution qui, à mes yeux, allie à la fois une production de logements abordables en dissociant bâti du foncier, mais également un juste retour de création de valeur vis-à-vis de ceux qui aménagent, en particulier les élus locaux, et qui donc, collégialement, tout le monde va dans le même sens. Je vous le livre pour vos conférences et travaux à venir, mais moi je suis absolument convaincu. C'est pour ça d'ailleurs que les fameux BRS, c'est-à-dire les baux qui sont issus de ces organismes fonciers solidaires, qui d'ailleurs avaient été créés dans la loi Macron. J'avais déjà eu l'occasion de porter ce sujet quand je travaillais avec Emmanuel Macron à Bercy. On avait créé ces BRS à ce moment-là, dans la loi Macron, la fameuse loi qui est souvent résumée au quart Macron. Maintenant, il y avait aussi les BRS, mais c'est un peu moins sexy dans le langage populaire. Mais on l'avait, c'est pour vous montrer à quel point on avait d'ores et déjà identifié la nécessité d'avancer sur ce sujet. Et aujourd'hui, moi, je compte vraiment continuer dans ce sens sur les OFS. Et puis, je pense, troisième facteur d'innovation, je pense qu'on n'est pas du tout allé au bout dans l'innovation sur un certain nombre d'accompagnements, y compris d'accompagnements financiers. Il y a beaucoup d'idées qui circulent. Aujourd'hui, on sait à quel point les taux, notamment les taux bas, ont une incidence sur le prix du logement. On sait également qu'une politique du logement ne peut pas être pilotée que par des taux et des durées de crédit. Et on sait qu'il y a beaucoup de projets innovants sur lesquels il nous faut, à mon avis, aller de l'avant en prenant garde à ce qu'il n'y ait pas d'effet de bord et que tout cela se fasse au bénéfice de nos concitoyens. Mais je crois que c'est intéressant qu'on puisse en débattre. C'est des sujets que j'ai, par exemple, régulièrement avec Xavier Lépine, cher Xavier, sur comment réfléchir peut-être différemment à certains sujets sur lesquels l'accompagnement de nos concitoyens peut être renforcé. Enfin, pourquoi il faut faire ce logement abordable ? Parce que moi, j'ai une conviction, c'est que faire le logement, c'est plutôt faire l'habitat, et faire la ville, c'est faire la société qu'on détermine. Et je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. Quand aujourd'hui, vous laissez une ville comme Paris, voir un certain nombre de ces classes populaires quitter le centre-ville année après année, vous construisez une société qui n'est pas la société qu'on souhaite. Et ce que je dis sur la métropole parisienne est très vrai sur beaucoup de métropoles. C'est pour ça, par exemple, que moi, j'ai plaidé et j'ai permis la réintroduction de l'encadrement des loyers. Parce qu'au bout d'un moment, même si j'aime beaucoup le marché, au bout d'un moment, quand vous avez un marché qui, s'il n'est pas régulé, conduit à construire une société qui n'est pas la société que vous souhaitez, notre responsabilité en tant que citoyen, est de faire en sorte que des marqueurs qui sont des marqueurs forts de ce qu'on souhaite faire comme vivre ensemble, comme faire société, soient véritablement mis en œuvre. C'est aussi vrai avec de nouveaux usages. Je pense à la colocation, je pense à l'habitat intergénérationnel qui prend aujourd'hui leur envol. Je pense à de nouveaux baux pour des publics qui sont des publics défavorisés vis-à-vis du logement. Je pense aux jeunes avec le bail mobilité qu'on a créé. Enfin, dernier point, je vous disais, mon action, c'est deux choses. La production de logements abordables et puis c'est la rénovation. Et moi, je crois que sortir de la crise du logement, c'est aussi d'avoir une politique très affirmée en termes de rénovation. Songez par exemple, et je l'ai dit depuis le premier jour que je voulais, moi, être à la fois un ministère de la construction, mais aussi de la rénovation. Songez par exemple que mon ministère, tous les 3 mois, publie les résultats de la construction neuve. Je suis dans une incapacité de produire les résultats de la rénovation dans notre pays. C'est quelque chose d'aberrant pour des professionnels que vous êtes. Si vous voulez mener une politique publique, vous devez avoir des indicateurs. Si vous n'êtes pas en mesure de faire les indicateurs, elle est belle l'affaire. Et donc on est en train de les construire pour porter cette politique de réhabilitation extrêmement forte. Pourquoi c'est nécessaire ? Parce que vous avez des fléaux, j'en parlais tout à l'heure, l'habitat indigne, les marchands de sommeil, à qui on a déclaré une guerre sans relâche, sans merci, en modifiant la loi, en les considérant comme des trafiquants de drogue.
mais aussi parce que vous avez aujourd'hui des logements vacants du fait d'un manque de soutien possible à la rénovation de ces logements. Et des propriétaires qui aimeraient bien les remettre à la location, mais qui doivent faire la réhabilitation avant, et les travaux sont souvent trop coûteux pour leur permettre de le faire. Puis vous avez des enjeux de très court terme. Avec beaucoup d'entre vous, on a énormément travaillé sur la réhabilitation pour transformer des bureaux vacants en logements. C'est des choses qui marchent. Au moment où je vous parle, c'est plus de 250 000 m² en Ile-de-France qu'on a d'ores et déjà identifié pour faire ces transformations. Et puis c'est ô combien vrai au-delà des métropoles, dans un certain nombre de villes. Je pense notamment aux villes moyennes où vous voyez le centre-ville qui périclite avec ce modèle de société, là aussi qui n'est pas celui qu'on veut. Un centre-ville qui se voit déserté de ses habitants, des logements qui sont vacants, une paupérisation qui s'installe, des commerces qui partent. Et en périphérie, le grand hypermarché qui se construit et puis la vie qui s'organise autour. On a là aussi une responsabilité collégiale pour faire en sorte que la rénovation puisse être un marqueur fort dans ces territoires également, qui sont souvent des territoires reliés à des métropoles. Et c'est pour ça qu'on a créé par exemple un dispositif fiscal dédié, j'ai l'honneur qui porte mon nom, un dispositif fiscal dédié pour la rénovation de ces centres-villes qui périclitent. À mes yeux, c'est essentiel. Bref, vous l'aurez compris, production de logements abordables, rénovation, avec dans cette rénovation la rénovation du bâti, la préparation de l'avenir, l'incorporation du défi énergétique et climatique, avec un acte 2 du quinquennat sur lequel on veut le marquer par un tournant dans une massification de l'aide à la rénovation énergétique des bâtiments. N'oublions jamais que dans le parc locatif privé, un logement sur 2 est une passoire thermique. Dans le parc locatif privé. Et ça nécessite, là aussi, non pas de mettre des rustines, mais d'inventer de nouveaux moyens d'action, parce que dans ce parc locatif, on sait bien qu'un des parents pauvres de la rénovation, ce sont les propriétaires bailleurs. Ces propriétaires bailleurs qu'on a souvent plus de mal à accompagner. C'est aussi la question des copropriétés. On l'a fait sur les copropriétés dégradées avec une politique très ambitieuse qu'on a annoncée à Marseille 3 semaines avant le drame de la rue d'Aubagne. Mais c'est aussi toute la réforme du code des copros qu'on est en train de finaliser pour faciliter la rénovation de ces copropriétés. Et je crois que c'est un point ô combien important. Logement abordable, rénovation, si on arrive vraiment à marcher sur ces deux jambes, et moi je pense qu'il n'y a aucune fatalité, on peut effectivement faire en sorte que le défi social, le défi climatique, le défi économique, il puisse voir en face des solutions très concrètes qui lui soient appliquées. Ça nécessite d'être territorial, d'être innovant, d'être profondément déterminé dessus, de prendre des moyens d'action qui sont à la hauteur du volontarisme de cette politique publique. Ça nécessite aussi de le faire ensemble. Ça ne peut pas être un État seul qui décide. C'est les élus locaux, ce sont des professionnels que vous êtes, ce sont les aménageurs. Et au final, en cette journée de deuil national, je voudrais simplement conclure sur une phrase du président Chirac, qui est pour moi une phrase qui est aussi à la hauteur du défi auquel on est. Le logement, c'est évidemment un droit, c'est un droit pour tous, c'est un bien essentiel. Et le président Chirac disait que la démocratie, c'est l'égalité des droits. Mais il ajoutait que la République, c'est l'égalité des chances. Et je crois que notre défi, c'est exactement cela. Comment on fait des droits une chance, de droits formels, des droits réels? Comment on fait pour faire en sorte que notre action, elle soit à la hauteur de l'attente de nos concitoyens? Parce que, encore une fois, faire ville, faire habitat, c'est faire société. Et donc, nous avons, mesdames et messieurs, collégialement, une responsabilité ô combien importante. Soyez assurés que moi, je suis très déterminé pour la mener, mais la mener avec vous. Encore merci pour votre invitation et désolé de ne pas rester à tous les débats. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Je ne sais pas si vous êtes ouvert à une ou deux questions. Mais s'il y a une ou deux questions, ça va être en 5 minutes maximum, parce qu'après, je voudrais donner la parole à Xavier Timbaud. Donc si vous avez une question, dites-moi, moi je vous apporte le micro. Le budget voilà, il y a une question au premier rang et une question... Juste peut-être un petit mot sur le budget de l'État qui a été voté. Je vais prendre toutes les questions, comme ça je peux répondre. Bonjour. Il y a je ne sais plus combien de millions de mètres carrés vacants à Paris. Voilà, vous n'en avez pas tant parlé. Pardon ? Vous n'en avez pas tant parlé dans vos solutions. J'en ai parlé, mais je vais le redire avec plus de détermination encore. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. L'empreinte carbone du bâtiment représente à peu près un tiers de l'empreinte carbone du territoire.
Alors comment est-ce qu'on rend la production de logements nouveaux compatible avec l'objectif de neutralité carbone qui est défendu par le gouvernement actuel? Pas de frustrés. Merci. Je vous propose de répondre sur ces 3 questions parce que sinon on n'aura plus le temps. Après. Alors, Merci. la question du budget, aujourd'hui, il y a 2 sujets dans le poste. Alors déjà, moi je fais partie de ceux qui considèrent que le logement est un bienfait très fort pour la croissance économique de notre pays. Le secteur du bâtiment est un secteur de création de valeur, pour plein de raisons, notamment pour les spécificités que j'évoquais tout à l'heure de la France par rapport aux autres pays européens. Nous sommes un pays en forte croissance démographique, partout sur notre territoire, de manière globale. Et donc, le logement, le bâtiment, la construction est un secteur qui, pourvoyeur d'emplois, pourvoyeur et créateur de richesses, et c'est très important de le dire parce que c'est l'un des secteurs d'activité sur lequel notre économie peut reposer. Sur le budget, il y a vous le savez, 2 types de postes, il y a le budgétaire et le fiscal. Sur le fiscal, moi, mon objectif, c'est d'avoir la plus forte visibilité. C'est pour ça qu'en 2017, tous les dispositifs, en fait, quand moi je suis arrivé, je pense au Pinel, au PTZ, etc., ils devaient tous s'arrêter. Je suis arrivé en mai 2017, ils s'arrêtaient à la fin de l'année. Ce qui est quand même hyper compliqué pour les acteurs que vous êtes, parce que vous ne savez pas en cours d'année ce qui va se passer l'année suivante. C'est pas facile. Et donc, vis-à-vis de ça, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prolongé le plus possible, le plus grand nombre possible de dispositifs fiscaux. On a eu des débats. Par exemple, j'ai décidé, c'est un choix politique, de dire le Pinel dans les zones les plus rurales, je l'arrête dans la construction neuve pour créer un nouveau dispositif qui porte mon nom, donc, pour la rénovation dans ces territoires. Mais c'est une vision de l'aménagement du territoire ainsi défendue. L'objectif sur le volet fiscal, c'est aujourd'hui de territorialiser ces dispositifs. Je disais tout à l'heure que la France était divisée en 6 zones. Pour la première fois, dans la loi de finances qu'on va adopter, on va faire une expérimentation pour dire, par exemple, que dans toute la région Bretagne, ce sera localement qu'on va définir les endroits où les dispositifs fiscaux, en particulier le Pinel, sera éligible. Et je crois que c'est extrêmement important parce que ça permettra de sortir d'une vision très parisienne, si je puis dire, ou en tout cas très mathématique, d'un différent zonage et de partir vraiment sur des réalités de territoire. Ensuite, il y a le budgétaire, ce qu'on a présenté vendredi dernier, et le budget du logement fait état d'une économie cette année sur le budgétaire. La seule source qui explique cette diminution du budget, c'est une réforme d'ampleur qu'on fait, qui est la contemporanéité des APL. Dit autrement, on va désormais calculer le montant des aides personnalisées au logement sur vos revenus actuels et pas vos revenus d'il y a 2 ans. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le montant qu'on verse, le montant versé des APL ne prend pas en compte la réalité du moment. Et vous avez des cas d'injustice qui sont liés à ce calcul. Alors, je prends une femme à la tête d'une famille monoparentale qui, il y a 2 ans, était à temps plein, qui aujourd'hui est à mi-temps. Elle a, au moment où je vous parle, pas le montant d'APL auquel elle aurait droit. Et ça, toute cette réforme fait faire une économie au budget de l'État. Pourquoi? Parce que depuis 2 ans, vous avez 300 000 chômeurs de moins et 500 000 créations de postes. Alors c'est sûr que c'est plus facile de faire cette réforme quand vous êtes dans une réforme, dans un contexte de création d'emplois que pas. Mais si demain vous avez un retournement de cycle, que je ne souhaite pas du tout, ce sera une réforme qui coûtera au budget de l'État plutôt qu'elle ne fait faire des économies. Sur la deuxième question sur le logement vacant, et je salue l'arrivée de la ministre Emmanuelle Cos, le logement vacant, c'est un sujet sur lequel beaucoup de ministres du logement ont travaillé déjà. Donc il existe déjà des choses qui sont faites. Vous avez différents cas de figure. Moi, je pense que le logement vacant, d'abord, il faut partir des propriétaires. Il y a des propriétaires qu'il faut taper, mais très, très, très fortement. C'est les marchands de sommeil qui déclarent leur logement comme vacant. En fait, ils sont habités. C'est du trafic de misère. Et ces personnes-là, on a modifié la loi pour faire en sorte qu'ils aient les mêmes sanctions que les trafiquants de drogue. 2, on a obligé les agences immobilières, les syndics à les dénoncer. 3, on a conforté les pôles judiciaires dans les tribunaux de grande instance pour faire en sorte qu'ils puissent être condamnés très fortement. 4, on a arrêté les aberrations qu'il pouvait y avoir. Je pense à ce marchand de sommeil, à Max Dormois, qui est condamné à 500 000 €, et en même temps, on fait une expropriation de ce marchand de sommeil, il reçoit 7 millions d'euros. Et je peux vous dire qu'il y a tous ces petits copains, c'est génial, le droit en France, allez-y, c'est pas très grave d'être condamné, de toute manière, à côté, vous faites exproprier.
Donc on a confisqué tout ça, on a remis le truc pour faire en sorte qu'une guerre très intense soit déclarée contre ces trafiquants qui, malheureusement, dans notre pays, jusqu'à présent, voient leur nombre croître. Vous avez deuxièmement des propriétaires qu'il faut accompagner pour faire les travaux. C'est ceux que j'évoquais tout à l'heure dans mon discours. Des propriétaires qui veulent bien mettre leur logement en location, mais qui ont des difficultés. Parce qu'il faut financer 10 000, 15 000, 20 000 euros de travaux. Et ça, c'est tout le boulot qu'on fait, notamment avec l'Agence nationale de l'habitat, et en particulier les collectivités locales. Je serai demain, par exemple, à Arras. À Arras, dans le Nord, ils ont développé des politiques dans la dentelle pour aller identifier ces propriétaires-là. Et donc, il faut y aller pour l'accompagnement. Vous avez un troisième cas, c'est des propriétaires qui préfèrent ne pas louer parce qu'ils disent « mais pourquoi diable m'embêter avec un locataire alors que je pourrais simplement bénéficier du logement et de sa plus-value ». Et moi, j'en appelle vraiment à la responsabilité de chacun là-dessus. Emmanuel Cos avait développé le louer abordable, le louer solidaire, pardon, qui est un dispositif que moi j'ai soutenu et qu'on renforce aujourd'hui. C'est par exemple le fait de dire, si vous êtes un propriétaire et vous voulez vous occuper de rien, vous donnez les clés de votre appartement à une association qui s'occupe de tout, vous êtes garanti sur les loyers et de la remise en état des biens. Mais ça, il faut le faire savoir. J'espère que dans la salle, il n'y a aucun propriétaire qui a un bien vacant. Malheureusement, si je fais le test, il est possible qu'il y en ait. Et je dis, allez sur louer solidaire. C'est quelque chose qui vous permet de ne vous occuper de rien, mais simplement de diminuer la pression qu'il y a sur les logements vacants. Et ça, c'est un accompagnement qu'il nous faut faire, qu'on fait avec beaucoup d'associations. Et vraiment, on a besoin d'un relais massif là-dessus. Enfin, dernier point, et je termine là-dessus, et la vacance, le dernier point, c'est la vacance des bureaux. Et moi, j'insiste aussi dessus. Donc, on a lancé toute une initiative. On a modifié là aussi la loi. 250 000 m² aujourd'hui identifiés. Et je vais aller encore plus loin dans la loi pour les institutionnels qui sont présents ici. Quand vous avez un bureau vacant depuis plusieurs années, maintenant, j'ai la possibilité de le réquisitionner pour en faire de l'hébergement d'urgence l'hiver. Je dis ça. Mon mail, c'est donc julien.denormandie@cohesion-territoire.gouv.fr. N'hésitez pas à me dire, avant que je ne vienne vous voir, les logements vacants, les bureaux vacants que vous pouvez avoir. Le dernier élément, c'est sur la construction. Alors aujourd'hui, il y a deux enjeux et défis climatiques. Il y a d'abord les émissions de gaz à effet de serre. Les études varient, mais on dit que c'est entre 27 et plus de % des émissions de gaz à effet de serre. C'est tout le volet rénovation énergétique des bâtiments. Et la rénovation énergétique des bâtiments, aujourd'hui, on a un maquis qui est très très complexe, mais en gros, il y a deux choses qu'on fait et qu'il nous faut accentuer. C'est améliorer l'accompagnement et diminuer le reste à charge. L'accompagnement, ça se fait par les territoires, ensemble. Donc là, on est en train de créer ces pactes territoriaux d'accompagnement. Et diminuer le reste à charge, c'est ce qu'on fait par exemple en transformant le crédit d'impôt en prime, parce que c'est délirant quand vous dites à un ménage modeste, faites des travaux, mais vous aurez l'aide de l'État dans 1 an et demi, et donc faites l'avance de trésorerie. Ça ne peut pas marcher. Et donc c'est pour ça qu'on fait par exemple cette conversion crédit d'impôt en prime. Et puis il y a un deuxième sujet qui est la construction. Dans la loi Elan, la construction de matériaux biosourcés, on l'a profondément améliorée. Il y avait des choses ubuesques. C'est la loi quand même qui définissait les délais de paiement dans les batchs, comme on dit en mauvais français, dans les lots de construction des maisons individuelles en bois, avec des délais de paiement qui étaient fixés par la loi et qui ne permettaient pas d'industrialiser vraiment la construction bois des bâtiments de petite hauteur. On l'a fait aussi en dissociant le E du C dans la réglementation E plus C-. On va aller encore plus fort dans le RE 2020. Moi, je crois profondément dans les matériaux biosourcés, profondément. Je crois profondément dans la construction bois. On a d'ailleurs dit, par exemple, que dans les JO, enfin, les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, 100% des immeubles de moins de 28 mètres seront faits dans la construction bois. C'est un enjeu de taille pour tous les professionnels aussi, parce qu'on sait aujourd'hui que dans la construction bois, souvent on sort plus cher. Parfois vous avez des hauteurs qui fait qu'à la fin des fins, vous avez un étage de moins. Parfois vous avez le problème de l'approvisionnement et que vous avez des filières, notamment d'approvisionnement, qui sont compliquées. Mais pour l'ingénieur des eaux et forêts qui est invité à cette conférence des ingénieurs des ponts,
même si tout le monde est aujourd'hui rattaché, je peux vous dire que je suis profondément attaché au développement de cette construction biosourcée. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Il y en a de plus en plus. À nous de faire en sorte de les accompagner dans l'innovation, et la refonte du Code de la construction le permet, dans la réglementation avec RE 2020 et dans l'innovation financière qu'on évoquait tout à l'heure. Mais je crois que c'est vraiment le sens de l'histoire que de favoriser ces matériaux biosourcés. Songez par exemple que jusqu'à présent, maintenant on y a mis fin, mais dans les bétons de structure, la réglementation disait qu'on ne pouvait pas utiliser plus de 30% de béton recyclé. Même si, depuis lors, les ingénieurs que vous êtes avaient démontré qu'on pouvait passer à plus de 30% de béton recyclé et qu'il y avait un bilan carbone bien meilleur et donc aller dans le sens que vous allez. Tout ça, c'est en mouvement et je crois que c'est ça qu'il nous faut continuer. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Merci beaucoup.